Oui, merci beaucoup pour l'honneur de parler sur l'IVG médicamenteuse. Mais après la présentation d'Eddie Gilbert, je dois dire, je suis quand même un peu choqué qu'un pays aussi développé que le Canada s'en sert encore, où les femmes sont forcées et les médecins sont forcés de s'en servir d'une méthode qui est pas au point. C'est un peu comme si on était forcé d'utiliser les voitures des années 60. Pourtant, les voitures ont développé beaucoup depuis. Alors, je vais parler de l'IVG médicamenteuse, mais des médicaments mifepristone associés au misoprostol. Et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en commun avec la méthode méthotrexate misoprostol, à part du nom. C'est moi qui dois avancer les diapos? Oui. Alors, juste comme introduction, oui, comme introduction, que l'IVG, c'est l'intervention chirurgicale la plus fréquente dans notre métier, et donc une amélioration de cette intervention, ça a un grand impact, pas seulement sur les femmes, mais sur la société entière. Alors, c'est pas un petit détail de ce qu'on s'en occupe. Ici, vous voyez un peu le développement du mifepristone, et c'est Elisabeth qui va en parler un peu plus, juste pour vous rappeler que le mifepristone, c'est pas un médicament récent. Au contraire, c'était mis sur le marché déjà en 88 en France, et peu après aussi en Angleterre et en Suède. Alors, il y a une très grande expérience en Europe avec le médicament, et dans la plupart des autres pays, c'est mis sur le marché il y a 400. Vous êtes probablement au courant de cette distribution sur le monde. Vous voyez pratiquement tous les pays développés, sauf le Canada, même en Nouvelle-Zélande, un peu perdu dans les océans, ils ont le mifepristone. Qu'est-ce que c'est le mifepristone? On l'appelait aussi le RU 486, mais la substance mifepristone, c'est une hormone un peu similaire au progestérone, et ça bloque les récepteurs du progestérone. Vous trouvez pas mal d'informations aussi sur le site mifegine.info. Vous trouvez aussi de l'information en français. Alors, le mifepristone, ça bloque les récepteurs, surtout du progestérone, aussi du cortisol un peu. Cet blocage, c'est compétitif et complètement réversible. Et il y a une chose qui est très spéciale pour le mifepristone, c'est la longue durée après une dose orale. C'est efficace cliniquement pendant 3 jours. Et ça, c'est pas seulement dû au mifepristone, mais aussi dû aux 3 métabolites qui sont aussi efficaces un peu moins efficaces que le mifepristone soi-même, mais qui jouent aussi sur l'efficacité globale. Alors, l'efficacité du mifepristone, c'est le mifepristone en plus les 3 métabolites. C'est un médicament particulier parce que c'est extrêmement sûr. Il n'y a pas eu de mort par le mifepristone. Les effets secondaires sont vraiment très minimes. Et on peut donner un dosage différent. Vous le connaissez, soit le 200 mg, soit 600 mg. Mais il faut après attendre un peu. Je vais vous expliquer pourquoi le délai avant de donner le misoprostol, c'est important pour l'efficacité. Mais c'est un peu un médicament un peu cher en Europe. On paye entre 22 et 24 euros par comprimé. Par rapport aux États-Unis, c'est le triple. Et cette grande différence du prix explique aussi un peu pourquoi aux États-Unis les médecins, d'autres organismes s'en servent surtout d'un seul comprimé, parce qu'ils payent pour un comprimé ce qu'on paye en Europe pour 3 comprimés. Et ça va être intéressant dans cette différence du prix où va se placer le Canada.
Est-ce qu'il va suivre l'exemple européen ou plutôt l'exemple des États-Unis? Avant d'expliquer le mode de fonctionnement de mifepristone, je voudrais rappeler le mode d'action de progestérone. Alors, il y a en principe, il y a trois modes d'action du progestérone. L'endomètre reste collé dans l'utérus, dans la paroi utérine. Le muscle, le myomètre, va pas se contracter, c'est reste relaxé. Et le col cervical reste fermé. Alors, ces trois actions sont renversées par le mifepristone. Alors, l'action de mifepristone, il y en a trois. C'est d'abord le col utérine s'ouvre. Après, le muscle utérine, le myométrium, devient très sensible aux prostaglandines et se contracte. Et, les contractions, par contre, ne sont pas dues au mifepristone, mais ils sont dues à l'augmentation de la sensibilité de mise aux prostaglandines. Alors, il faut ajouter aussi des prostaglandines et l'endomètre ou le sac gestationnel se détache un peu de la paroi utérine. Ici, vous voyez un diagramme avec la courbe des pressions. En haut, vous voyez une patiente à qui on a placé une sonde de pression dans l'utérus avant une IVG chirurgicale et on l'a donné des prostaglandines. Vous voyez là, PG, c'est une dose de prostaglandine qu'elle a reçue. Alors, cette femme était enceinte et vous voyez très peu de contractions utérines parce que l'utérus est protégé par la progestérone. Et en bas, en deuxième ligne, vous voyez une patiente qui a reçu d'abord le mifepristone. Après, on a attendu un peu. Il faut attendre 36 à 48 heures. 36 heures minimum pour avoir une activité maximale, une sensibilité maximale du myomètre. Et cette patiente, elle a reçu après le même dosage de prostaglandine et vous voyez, les contractions sont beaucoup plus fortes. Alors, ça montre la sensibilité du myomètre aux prostaglandines par le mifepristone. Et ça, c'est l'activité principale de mifepristone et de l'IVG médicamenteuse. Il n'y a pas de limite gestationnelle. Dès qu'une femme est enceinte ou autant qu'elle est enceinte, le mifepristone et le misoprostol sont efficaces. Alors, on peut commencer dès le test grossesse est positif jusqu'au déclenchement au terme. Parce que l'activité du mifepristone s'explique par le blocage du progestérone. Alors, dès qu'il y a du progestérone dans le corps, on peut être actif avec le mifepristone. En Europe, le mifepristone, il y a 4 indications approuvées. D'abord, c'est l'IVG jusqu'à 63 jours en combinaison suivi par un prostaglandine. En plus, le priming, l'ouverture du col utérine. Et les 2 autres indications sont pour les IVG tardives pour des raisons médicales, soit avec un fœtus vivant, soit avec un fœtus mort. Et toutes les 4 indications sont utilisées en Europe et les 2 dernières indications au 2e et 3e trimestre sont devenues la méthode principale en Europe. Il n'y a pas beaucoup d'IVG chirurgicales au 2e et 3e trimestre, justement parce que on s'en sert du mifepristone plus misoprostol et ça marche très bien. La procédure, en bref, ça paraît un peu long et compliqué, mais en fait, ce n'est pas. D'abord, bien sûr, il faut informer les femmes. Nous, on a commencé de le faire par Internet sur le site mifegine.org. Vous trouvez aussi des informations en français sur ce site dédié aux femmes pour qu'elles peuvent s'informer avant le premier contact avec un professionnel. Après le premier contact, bien sûr, il faut être sûr que la femme est enceinte. Après, on va l'expliquer les méthodes, les différences des différentes méthodes, et on va faire un rendez-vous. Au premier jour, elle vient pour un rendez-vous, on va confirmer la grossesse, lui donner des comprimés, 1 ou 3 comprimés mifepristone. Si elle a un groupe sanguin rhésus négatif, on va lui donner aussi le rhésus.
les immunoglobulines resus, et elle peut rentrer chez elle tout de suite. Après J3, il faut qu'elle prenne le misoprostol. La plupart des femmes en Autriche et aussi en Suède le prennent chez elles. Elle ne vient pas à la clinique et elle aura l'expulsion dans les heures qui suivent pour la plupart des femmes. Je vais revenir dessus. Et une ou deux semaines plus tard, il faut confirmer qu'elle a expulsé la grossesse, soit par une échographie, soit avec un test grossesse HCG. Et là, on vient de terminer, on va publier une étude montrant que les femmes peuvent faire ça elles-mêmes à domicile avec un test grossesse spécifique, avec un seuil de 1000 unités. On ne peut pas faire ce contrôle avec les tests grossesse qu'on peut acheter parce qu'ils sont trop sensibles. Sinon, il faut que la femme vienne à la clinique. C'est-à-dire, dans l'avenir, l'IVG médicamenteuse avec mifepristone, misoprostol peut se faire avec une seule visite à la clinique ou chez les médecins. Et ça, c'est le déroulement à point de vue de la femme. Elle prend le mifepristone et ça, c'est le point elle peut plus retourner, elle peut plus garder la grossesse parce qu'une fois les récepteurs progestérone sont bloqués, on ne peut pas revenir. Elle va avorter même si elle prend pas le misoprostol, elle va avorter dans 60% des cas à peu près. Et bon, quelques jours, 1 ou 2 jours plus tard, elle va prendre le misoprostol, comme je dis, pour la plupart chez elle, si c'est une grossesse au premier trimestre. L'intervalle, c'est important. Vous pouvez bien sûr raccourcir l'intervalle de misoprostol, mais à ce moment-là, ça va pas être aussi efficace que si vous attendez 36 à 48 heures. Alors, il faut augmenter la dose de misoprostol pour récompenser la perte d'efficacité. Mais ça, aux États-Unis, il y a eu pas mal d'études qui ont essayé de raccourcir l'intervalle. En principe, c'est possible, mais vous perdez un peu d'efficacité. La question principale, c'est quand va être l'expulsion de la grossesse. Et ici, c'est les résultats d'une étude et vous voyez tout à gauche, 5% des patientes vont expulser déjà avant la prise du misoprostol. Et après, vous avez 60 à 70% des patientes qui vont expulser à peu près dans les 4-5 heures après avoir reçu le misoprostol. Et tout à droite, vous voyez à peu près 25% des femmes qui vont expulser le lendemain. Alors, c'est pas que toutes les femmes vont expulser tout de suite, mais il y a un pourcentage important qui va expulser le lendemain. Mais après, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide par rapport au méthotrexate. Ici, vous voyez quelques exemples des images échographiques avec le taux d'HCG. Nous, on ne fait pas le taux d'HCG dans le sérum d'une manière de routine, mais je l'ai fait pour certains patients pour pouvoir montrer le déroulement. Alors, à gauche, c'est une patiente à peu près à 7 semaines de grossesse qui a pris le mifepristone. Elle est revenue à 8 jours plus tard et vous voyez l'utérus est vide et l'HCG a chuté considérablement. Ça, c'est une patiente un peu plus précoce. Vous voyez le sac gestationnel, mais pas encore de fœtus. Par contre, vous voyez la sac vitelline. Et donc, c'était une grossesse intra-utérine. Et vous voyez aussi le taux de HCG et vous voyez le sac qu'elle a expulsé et elle est revenue pour un visite de contrôle 8 jours plus tard. Et bon, dans la cavité, vous voyez encore un peu de sang de 800 mm de diamètre, mais c'est pas des résidus, c'est pas une raison de faire un curetage et c'est confirmé par le taux d'HCG. Suivant, c'est une femme qui vient encore un peu plus précoce. Vous voyez quelque chose moi j'ai l'impression c'est un sac gestationnel, mais il n'y a pas de preuve que c'est intra-utérine.
Mais c'est sûr qu'elle est enceinte parce que vous voyez le taux d'HCG. Alors, pareillement, on lui a donné le mifepristone, mais on l'a informé aussi, cette patiente, qu'on ne pouvait pas localiser la grossesse, alors on ne pouvait pas exclure une grossesse extra-utérine. Elle a expulsé le sac gestationnel 2 jours plus tard, vous voyez ici, après le misoprostol, elle est revenue pour une visite contrôle, la cavité utérine était vide, le taux d'HCG a chuté considérablement, comme toujours. Alors, ça, c'est une grossesse précoce, mais il y a des femmes qui viennent encore plus précoces. Là, vous voyez à gauche l'image d'échographie d'une femme où on ne pouvait pas voir un sac gestationnel. Alors, mais encore une fois, elle était enceinte, vu le bêta-HCG, donc on lui a informé du fait qu'on ne pouvait pas localiser la grossesse, mais elle a pris le mifepristone quand même. Elle est revenue une semaine plus tard pour une visite contrôle et vous voyez, là, on ne pouvait pas se baser sur l'échographie pour la visite contrôle, mais sur le taux d'HCG et on pouvait confirmer une semaine plus tard qu'elle avait en fait expulsé la grossesse et donc a posteriori, on était sûr que c'était une grossesse intra-utérine. Pour la plupart, les résultats sont aussi clairs. Il vous reste 2 minutes. D'accord, merci. Je vais accélérer un peu. Je vais faire sauter les 2 images juste pour vous dire, il y a certaines patientes où les résultats sont pas aussi clairs, mais on peut éviter un courtage quand même. Le taux de courtage, c'est autour de 2 à 5%. Juste un rappel de bêta-HCG, il y a des taux de bêta-HCG individuels qui sont très différents d'une femme à l'autre. Vous voyez, jusqu'à 9 semaines, ça peut être autour de 25 000 unités ou 300 000 unités. Donc, on peut pas faire le diagnostic de l'âge de la grossesse par le bêta-HCG, mais après une IVG, le taux d'HCG chute aussi considérablement. C'est-à-dire on peut vraiment se baser sur le bêta-HCG. Si on fait une comparaison du bêta-HCG pendant la visite contrôle en comparaison avec le taux de bêta-HCG au début du traitement. Par contre, il faut tenir compte que le bêta-HCG peut être présent jusqu'à 1 mois, 4 à 6 semaines après une IVG, donc les tests grossesse dans la pharmacie on ne peut pas les utiliser parce qu'ils seront positifs encore assez longtemps. Ça, on a approuvé dans une autre étude. Et aussi, pour l'échographie, il faut tenir compte que vous avez quand même un peu de sang dans la cavité utérine, même si la grossesse était expulsée. Mais c'est normal et c'est pas une indication de faire un courtage. Il y a cette guide des États-Unis pour entraîner les professionnels de santé de l'échographie dans l'IVG. C'est très bien fait. Et juste pour finir, je voudrais vous rappeler qu'il y aura une conférence, bon c'est un peu loin pour vous, une conférence sur l'IVG en Europe, en Slovénie, c'est une jolie ville et ça se passera dans 3 semaines et c'est une conférence internationale bien suivie et il y a aussi quelques Canadiens qui se sont déjà inscrits. Juste le dernier mot pour rappeler que j'ai aussi un musée de la contraception et de l'IVG de l'avortement à Vienne. Il y a aussi un site qui est aussi en anglais. Et si jamais vous avez des objets à donner, des objets IVG, contraception ou des bouquins, des brochures, peu importe, ce sera avec le plus grand plaisir que je les prendrai et on mettra tout en ligne. Et juste pour vous rappeler, c'est un peu difficile de comprendre la situation à Canada, c'est un pays développé, il n'y a pas de question dessus, mais pourquoi les femmes n'ont pas encore accès au mifepristone? Mais apparemment c'était difficile, pas comme Canada, mais il y a beaucoup de résistance de donner les femmes les mêmes moyens qu'aux hommes, et ça c'est clair si on fait la comparaison avec le Viagra. Et
spécifiquement étant homme, je voudrais rappeler que les femmes, ils ont la plus grande, ils ont apporté la plus grande chose de la reproduction, mais je crois aussi ils ont le droit à l'accès de traitements, de plus modernes traitements et surtout d'un choix de traitement. Et c'est pas du tout acceptable que les femmes au Canada n'ont pas encore le même choix que la plupart des femmes dans d'autres pays développés. Et vous trouvez plus d'informations, surtout en détail, sur ces 4 publications qu'ils sont tous en ligne. Merci beaucoup pour votre attention.